d'autres tables rondes. Donc on va pas essayer de ne pas prendre trop de retard. Mais merci à vous d'être venus aussi nombreux. On commence un petit peu en retard parce qu'il fallait que tout le monde rentre. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Alors si vous avez le programme papier, vous êtes venus écouter une table ronde animée par Patrick Artus. Je ne suis pas Patrick Artus. Je suis Christian Chavagneux d'alternativeéconomique.fr. Il devait être là, Patrick, avec notamment André Cartapanis et Jean-Paul Paulin. Malheureusement, André Cartapanis est décédé récemment et Patrick, ce matin, était à l'enterrement avec Jean-Paul Paulin d'André Cartapanis à Aix. Donc, il s'excuse, il ne peut pas être à Blois cet après-midi. Et Dorothée Rouzet, la chef économiste du Trésor, devait aussi être avec nous. Mais quand j'ai vu la date, sachant que mes collègues sont en train de se diriger vers Bercy pour la présentation du budget, je me suis dit, à mon avis, elle ne va peut-être pas venir. Et de fait, elle ne peut pas venir parce qu'on est en pleine fabrication, présentation du budget. Mais c'est pas grave, vous allez voir, on a quand même une table ronde qui est de bon niveau, puisque j'ai Victor Amoureux, donc, qui vient de la Direction Générale du Trésor et qui est notamment en charge des questions de logement, donc pour parler des crises immobilières. Il tombe bien. J'ai François Haas, donc par ordre alphabétique, qui est secrétaire général adjoint à l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc la résolution, c'est-à-dire quand il y a une faillite, on essaie que ce soit de manière un peu ordonnée. C'est ça la résolution? Et si on fait bien notre travail, il n'y en a pas. Et si vous faites bien votre travail, il n'y en a pas, en charge du pôle de stabilité financière. Et puis tout de suite à côté de moi, Delphine Lautier, donc, qui est professeure de finance à cette belle université Dauphine, puisque j'ai fait une bonne partie de mes études, et responsable du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers. Le résultat, il est bien connu. L'immobilier peut représenter un risque pour les banques et pour les acteurs de la finance, et en même temps que de l'autre côté, les innovations financières peuvent poser quelques problèmes à l'immobilier. Quand vous mettez tout ensemble et qu'on se coupe bien, ça peut faire une grande crise, y compris pour l'économie réelle et pour nous de l'autre côté. Alors bien sûr, on peut penser au subprime, mais j'ai été étonné en travaillant sur les grandes crises financières de l'histoire de m'apercevoir que dans les années 30, il y avait aussi des gens qui disaient « vous inquiétez pas, prêtez donc aux particuliers beaucoup d'argent, puis s'ils ne peuvent pas rembourser, je me substituerai à vous. » Évidemment, au moment où arrive la crise, ils se plantent. Et puis, là, ce qu'on appelle la titrisation des crédits immobiliers, c'est-à-dire vous êtes une banque, vous faites un crédit immobilier, puis après, vous revendez ce crédit à quelqu'un d'autre. La titrisation aussi de ces crédits immobiliers existait déjà dans les années 30. Bien sûr, ça n'a pas eu la même ampleur qu'au moment des subprimes, mais c'était quand même déjà existant. Alors là, je vous parle de crise immobilière au niveau des financiers, mais pour nous, une crise immobilière, entre guillemets, c'est quand les taux d'intérêt explosent, que le prix des logements explose et qu'on n'arrive plus à se loger. Et donc, on va parler de tout ça avec nos trois intervenants. Et pour rebondir sur la dernière présentation que j'ai faite du sens de crise immobilière, je vais commencer avec Victor Amoureux, donc de la DG Trésor. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on en est sur le marché immobilier depuis que la Banque Centrale Européenne, à l'été 2022, a commencé à faire monter très très fortement ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation? Bon, je ne vais pas ouvrir un débat ici sur est-ce que la Banque Centrale Européenne n'a pas monté trop fort ses taux d'intérêt pour lutter contre une inflation supposée structurelle et dont on s'aperçoit que ceux qui nous disaient qu'elle était juste temporaire semblent avoir raison. Mais bon, je ne vais pas ouvrir ce débat aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Victor Amoureux pour nous dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ces hausses de taux, elles ont été là jusqu'à l'été dernier. Maintenant, on est passé de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier depuis ce resserrement monétaire de la Banque Centrale Européenne? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir ici, merci Christian, et désolé je suis très heureux de remplacer Dorothée Rouzet. Vous êtes peut-être en train d'assister à l'histoire en train de se faire, puisque un PLF le 10 octobre, c'est assez peu courant, mais je n'en dirai pas plus parce que je pense que la conférence est enregistrée. Je suis ravi d'être là, effectivement, en préambule, avant de répondre aux questions de Christian, deux choses. Un, la Banque Centrale Européenne et la politique monétaire est indépendante, donc je suis tenu de ne pas m'exprimer sur la politique monétaire. Donc à ce titre, je ne pourrais pas du tout répondre à la question qui n'a pas été posée, de savoir si la Banque Centrale a eu raison ou tort de relever ses taux aussi fort. Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas non plus là pour vous conseiller si vous devez acheter ou vendre, et je me garderai bien de prendre un tel risque. Je vais essayer surtout de vous décrire un petit peu rapidement les principales dynamiques à l'œuvre aujourd'hui sur le marché immobilier, ou plutôt les marchés immobiliers, notamment celui de la construction, et en essayant de vous faire comprendre les causes de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc la première cause, et ça c'est purement descriptif, c'est pas du commentaire, c'est que la Banque Centrale Européenne, donc alors je me permets de rentrer dans les détails, enfin dans
la base des choses, pour être bien pédagogique, la Banque Centrale Européenne, qui est donc la banque des banques, c'est, face à l'inflation, à relever ses taux directeurs à l'été 2022 de manière effectivement forte, c'est-à-dire les taux auxquels elle-même va prêter aux banques, à nos banques habituelles. Et ces hausses de taux directeurs ont été répercutées par les banques sur les taux de crédit dans leur ensemble, crédit à la consommation, et entre autres les taux de crédit immobilier, qui ont donc fortement augmenté entre 2022 et 2024. Donc quand on regarde les taux moyens des crédits, des nouveaux crédits à l'habitat, on est passé d'un point bas de environ 1,1%. Donc si on a parmi vous qui ont emprunté dans les années 2021-2022, ça doit être à peu près à ce taux-là, à un maximum de 4% à peu près fin 2023, début 2024. Donc depuis le début de l'année, c'est ce qui est donc sur la courbe noire de mon graphique, depuis le début de l'année, les taux redescendent un petit peu, les taux de crédit immobilier, et la Banque Centrale Européenne a, par 2 fois déjà, diminué ses taux directeurs. Donc il y a une corrélation évidente, enfin une causalité même, entre la hausse des taux directeurs et la hausse des taux d'intérêt, et cette hausse des taux d'intérêt a pour effet également mécanique, toute chose égale par ailleurs, de rendre les ménages emprunteurs, ou les entreprises également, moins solvables, sauf si leurs revenus augmentent en parallèle ou que les prix de l'immobilier baissent, et on va voir ça un petit peu après. Mais si vous voulez, à salaire égal et à prix égal, passer d'un taux de 1% à 4%, ça réduit de 30% la capacité d'emprunt d'un ménage sur 25 ans. Donc ça a eu pour conséquence d'assécher la demande de crédit immobilier, ce qui se traduit exactement dans la baisse donc, des bâtons bleus que vous voyez, la baisse du volume de crédit distribué par les banques, qui a été divisé par presque 2 entre le pic autour de mi-2022 et le creux qu'on a eu au premier trimestre 2024. Donc ça c'est pour le panorama. Et en termes de perspective, on voit une certaine reprise du crédit depuis le deuxième trimestre, qui est encore fragile. On voit qu'il y a certains points qui sont un petit peu plus élevés que les précédents, mais qui sont pas forcément. On n'est pas sur une dynamique de reprise extrêmement marquée, mais qui est immédiatement liée à cette baisse de taux qu'on observe également. Ça a eu pour conséquence, cette baisse du crédit immobilier, par définition, assécher le marché des transactions immobilières. Ce qu'on voit donc d'une part sur l'ensemble des transactions, c'est-à-dire neuf et anciens. Le neuf, c'est à peu près 30% des transactions totales, le reste c'est de l'ancien, qui ont diminué donc ces transactions de 30% sur 2 ans. C'est quand même fort. Et particulièrement dans le neuf, où les transactions ont diminué de près de 50% sur 2 ans. Donc pareil, en lien avec la reprise du crédit qu'on observe, on assiste, même si on est encore très prudent sur le sujet, à un léger fléchissement, en tout cas une stabilisation à un niveau bas, avant peut-être un redressement de ces transactions, à la fois dans l'ancien et dans le neuf. Et comme je vous l'ai dit, la construction neuve est particulièrement touchée, puisque quand on regarde donc, ce qu'on appelle les autorisations, c'est-à-dire en gros les permis de construire, on est aujourd'hui sur un niveau moyen qui est de l'ordre de 25% par rapport à l'avant-crise Covid. Et sur les mises en chantier, c'est-à-dire vraiment la construction, on est plutôt sur 30%, voire 35% de baisse par rapport à l'avant-crise. Donc effectivement, à la question notamment qu'on se pose tous, est-on en crise immobilière ? Sur la construction neuve, on peut dire qu'effectivement le secteur, enfin l'activité actuelle dans la construction neuve est extrêmement dégradée par rapport à son niveau qu'elle avait dans les années 2010 notamment, qui était un niveau par ailleurs assez important. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas sur ce segment-là, c'est important de bien qualifier les choses, en ayant quand même à l'esprit que la construction neuve n'est pas toute l'activité du secteur du bâtiment. Notamment, vous et moi faisons des travaux dans notre logement, d'entretien-amélioration, qui représentent à peu près la moitié de l'investissement des ménages dans le bâtiment. Et enfin, la construction neuve n'est pas non plus tout le logement, puisque en moyenne, chaque année, structurellement, on construit 1% du parc de logement en plus. Donc,
1% chaque année, c'est beaucoup. On n'est pas sur le grain de sable, mais on n'est pas non plus sur le gros caillou en termes de blocage du marché du logement dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois la propriété et la location, et le neuf et l'ancien. Et je parlais tout à l'heure des facteurs qui pouvaient contrebalancer cette hausse des taux qui a tendance à désolvabiliser les emprunteurs. C'est notamment la question des prix immobiliers. Parce que si votre taux d'intérêt a triplé, mais que le prix du bien que vous souhaitez acheter a lui-même diminué à due concurrence, à la fin, pour vous, à salaire égal, c'est la même chose. Sauf que ce qu'on observe particulièrement dans cette crise, notamment quand on la compare à la crise de 2008-2009, c'est que les prix, en tout cas de manière, les prix affichés, ce qu'on appelle en nominal pour nos économistes, ont diminué beaucoup plus tardivement que l'ajustement par les quantités. Et donc, en économie, généralement, on aime bien dire que l'ajustement se fait soit par les prix, soit par les quantités. Et il a plutôt eu tendance sur le marché de l'immobilier, et donc particulièrement sur la construction neuve, qui est la courbe en noir, où on voit que les prix baissent très peu. Le marché s'est beaucoup plus ajusté par les quantités que par les prix. Alors ce que je dis, et je finirai ma réponse là-dessus, mais ce que je dis est un petit peu moins le cas depuis les derniers trimestres, où on assiste quand même à un ajustement des prix un peu plus marqué, et particulièrement dans certaines zones. Donc depuis le pic, en gros, sur les prix neufs et anciens, on a diminué de 6% les prix immobiliers. À Paris, par exemple, on est à moins 12% de baisse de prix, ce qui est quand même assez sensible. Et quand on compare par ailleurs en réel, c'est-à-dire en ajustant de la hausse des prix par ailleurs sur l'ensemble des produits, on est plutôt sur une baisse France entière de l'ordre de 10 à 14% selon l'indice des prix. Donc c'est pas une baisse qui est complètement négligeable, elle s'accélère sur les derniers trimestres, mais elle reste quand même bien inférieure aux moins 30, moins 40% qu'on peut voir sur le marché des quantités. Donc voilà pour le panorama un petit peu du marché de l'immobilier. Merci. Du coup, comme c'est la Banque Centrale Européenne qui a monté les taux, ça veut dire qu'on n'est pas le seul pays qui a connu ces hausses de taux d'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous comparer la situation française avec la situation des autres pays européens? Et puis, ce n'est pas la première fois non plus qu'on a des hausses des taux en France. Donc, est-ce que vous pouvez aussi nous comparer, si vous avez des informations sur ce qui s'est produit avant et cette crise, entre guillemets, d'aujourd'hui par rapport à d'autres crises? Alors tout à fait, effectivement, donc la Banque Centrale Européenne par définition applique une seule politique monétaire à l'ensemble des pays de la zone euro. Et en fait, quand on regarde, c'est un peu quand on se regarde, j'ai oublié l'expression, mais quand on se compare, on se rassure. C'est-à-dire que sur les transactions dans leur ensemble, alors il n'y a pas tous les pays européens, à la fois par souci de lisibilité sur mon graphique et parce qu'ils ne sont pas tous disponibles, notamment l'Allemagne et l'Italie ne renseignent pas leurs données dans l'Eurostat. Mais quand on regarde le volume des transactions donc sur le neuf et sur l'ancien à l'échelle européenne, on voit que la France, c'est-à-dire en rouge, on est à peu près dans la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'on a des pays comme l'Espagne, par exemple, où les transactions immobilières avaient énormément augmenté en sortie de Covid. Elles ont augmenté dans tous les pays européens par effet tout d'un coup de redémarrage de l'économie et parce qu'à l'époque, la politique monétaire et budgétaire était plus accommodante qu'aujourd'hui. Donc elles ont démarré dans tous les pays européens, mais dans certains pays, notamment en Espagne, les transactions immobilières, l'Espagne qui avait par ailleurs connu une grave crise immobilière dans les années 2010, donc également par effet de rattrapage à ce moment-là, mais où les transactions immobilières avaient beaucoup augmenté. Donc ça baisse partout, ça baisse à peu près au même rythme, mais donc là mon graphique est en indice base 100 en 2015, c'est-à-dire que le niveau auquel on se compare, c'est le niveau le nombre de transactions en 2015. Donc en France, on est un peu au-dessus du niveau 2015, 5% au-dessus, mais il y a des pays comme par exemple le Luxembourg, où on est à la moitié du niveau des transactions 2015. Donc tout ça dépend en fait également des structures de prix et de crédit, on en parlera, enfin mes collègues en parleront je pense tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas forcément là-dessus, mais de crédit et de prix, c'est-à-dire qu'il y a eu des pays, notamment des pays nordiques, où les prix en sortie de Covid immobilier ont eu tendance à beaucoup plus augmenter qu'ils n'ont augmenté chez nous. Ils ont augmenté chez nous, mais pas autant que dans certains pays. Et à ce moment-là, il peut y avoir une correction beaucoup plus marquée du marché qu'on n'observe pas aujourd'hui en France. Et c'est pour ça qu'on est à la fois dans une situation très dégradée pour le marché de l'immobilier, mais le marché du crédit fonctionne bien, et je laisserai mes collègues en parler. Et en fait, tout ça est à peu près, on arrive à le comprendre. Il n'y a pas de dynamique de crise au sens de crise financière
qu'on pourrait avoir avec une baisse désordonnée des prix ou des situations de désolvabilisation des ménages. Je laisserai mes collègues développer, bien sûr. Mais donc, en tout cas, en européen, on n'est pas dans une anomalie. Et enfin, quand on regarde par rapport à l'historique, alors, on est effectivement... donc ça, c'est le nombre des autorisations de logement, donc des permis de construire, en France depuis les années 80. Et on constate deux choses. D'une part, effectivement, là, c'est la dernière année échue en 2023, donc on est à 372 000 autorisations 23. Bon, quand on regarde aujourd'hui en cumulé sur 12 mois, c'est-à-dire quand on regarde alors le dernier point, je crois que c'est de août 2023 à août 2024, on est plutôt autour de 350 000. Donc on est quand même plus bas. On est vraiment dans le point bas de l'ensemble des autorisations depuis 40 ans. Donc on est effectivement très bas. Ensuite, il y a eu d'autres périodes où les autorisations de construction neuve ont diminué fortement, et c'était notamment le cas, et de manière encore plus forte, pendant la crise de 2008, où l'ajustement avait été marqué. Et enfin, la dernière chose, avant, bien sûr, enfin, je laisserai mes collègues compléter là-dessus, bien évidemment, mais c'est que la spécificité française, qui parfois, et j'en sais quelque chose, puisque les ministres, nos différents ministres s'étaient exprimés sur le sujet l'année dernière, est parfois critiquée. On dit, on s'endette tous quasiment à taux fixe, sur durée de 25 ans maximum, 27 ans dans certains cas, avec souvent des cautions et non des hypothèques, contrairement à d'autres marchés. Donc on a un marché du crédit qui est plutôt ceinture et bretelle. Et ça fait qu'en période de crise et où les taux d'intérêt augmentent, on a tout d'un coup beaucoup moins de capacité d'emprunt. Mais, et c'est là, d'une part, ça a un effet sur la stabilité financière dans son ensemble, je vais pas m'avancer là-dessus, mais ça peut aussi avoir un effet qu'on constate de préservation des autres marchés. Donc en termes de crise, il y a aussi l'effet de la crise que la crise sur le marché du logement peut avoir sur l'économie en général. Et donc ça, la structure de taux qui est une spécificité française, on voit donc que là, la part des crédits à taux variable en France est extrêmement faible. On n'est qu'à 5% de crédits à taux variable, contre, alors malheureusement, ce n'est pas sur le graphique, désolé, mais en Suède, on est à 80% de taux variable. Donc on a des marchés structurels de crédit qui sont très éloignés. Voilà pour le sujet, et j'ai des choses sur la macro-prudentielle, mais je passerai parce que je pense que ce sera la CPR qui en parlera beaucoup mieux que moi. Du coup, des variations de taux d'intérêt, des fortes hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale, il peut y en avoir beaucoup. Il y en a eu dans l'histoire, il y en aura sûrement d'autres. Est-ce qu'il y a un moyen est-ce que vous avez des propositions, même peut-être des pistes pour que ces cycles politiques monétaires un petit peu accentués ne se transmettent pas trop en crise immobilière, entre guillemets? Alors c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse sur étagère, comme on dit. On n'a pas de réponse magique, et c'est vraiment une question fondamentale que l'interaction des cycles monétaires et des cycles réels. Mais je dirais qu'on a deux choses qu'on peut mettre en perspective dans une volonté d'améliorer la résilience du marché. La première, du marché de la construction et du logement en général. La première, c'est la question de la rénovation. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la moitié de l'investissement des ménages dans le logement, c'est aujourd'hui de l'entretien-amélioration, donc de la rénovation énergétique, mais aussi des travaux de rénovation, de changement de murs. Alors, c'est ce qu'on appelle le gros entretien. Donc, c'est quand même des gros travaux, mais c'est de l'entretien-amélioration. Donc, c'est la moitié de l'investissement des ménages. Le reste étant l'investissement dans la construction, donc vraiment dans la construction de nouveaux logements. Et ça, on constate, alors il y a un peu la question, est-ce que c'est plus ou moins dépendant que la construction neuve des taux d'intérêt? Là-dessus, on n'a pas de réponse forcément définitive. Simplement, quand vous vous endettez sur 25 ans et quand vous achetez un bien à hauteur de 250 000 €, vous allez beaucoup plus regarder les conditions de crédit que quand vous devez faire des travaux de rénovation, qui soient énergétiques ou non, dans votre logement, qui vont vous coûter 10 ou 20 000 € et que vous allez rembourser sur 3 à 4 ans. Donc, en ce sens-là, les taux d'intérêt, qui sont ce qu'on appelle le loyer de l'argent, peuvent être un peu moins un facteur déterminant pour les travaux de rénovation. Et de même, les décisions des ménages sont prises, bien évidemment, à la fois par des facteurs monétaires, donc de rentabilité, et des facteurs non monétaires, notamment pour les personnes qui sont donc propriétaires occupants, puisque en France, plus de la moitié des ménages est propriétaire de son logement, et où vous avez tout simplement envie un jour
d'être mieux dans votre logement, et donc vous allez, si vous êtes en capacité financière de le faire, investir dans des travaux d'entretien de votre logement, même si la rentabilité de ces travaux est moins assurée qu'à d'autres périodes. Donc ça peut être un petit peu moins dépendant, et ce qu'on constate, tant pour les ménages que pour le secteur lui-même, c'est que les perspectives très très dégradées dans la construction neuve ne se retrouvent pas de la même manière dans l'entretien-amélioration. Le secteur de l'entretien-amélioration, donc les artisans, électriciens, plombiers, etc., n'est pas aujourd'hui non plus dans une santé olympique, mais se maintient beaucoup mieux et soutient l'activité du secteur beaucoup plus que la construction neuve. Et enfin, sur ce sujet des investissements en rénovation, c'est aussi une nécessité de long terme, puisqu'on estime que le besoin d'investissement à la fois public et privé et dans le logement pour notamment la décarbonation du secteur et au-delà de 35 milliards d'euros en 2030 dans un rapport de la DG Trésor donc, que je représente ici et chiffré par le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz à environ 26 milliards d'euros en 2030 contre à peu près une quinzaine de milliards d'euros aujourd'hui. Donc on a un besoin pour répondre aux objectifs climatiques d'investir davantage dans la rénovation. Et enfin, la deuxième piste, et je serai très bref là-dessus, simplement pour faire un peu de pub pour un travail qu'on a publié cet été. La deuxième piste, c'est qu'en France, on est un pays où on construit structurellement beaucoup depuis des dizaines d'années. On est le pays, on dispose du deuxième parc de logements par habitant dans l'OCDE. Et c'est un sujet toujours très controversé. Il y a un excellent papier de l'USH qui vient de sortir sur le sujet des besoins en logement. Et en tout cas, au niveau global, on a plutôt tendance à considérer, en tout cas du point de vue gouvernemental, qu'on a construit de manière générale plus que les besoins, notamment en résidence principale. Donc on a construit pour d'autres usages. Et du coup, on a un parc de logements existants, notamment les logements vacants, qui est très important. Et on a plus de 3 millions de logements vacants. Alors, il y a beaucoup de causes à cette vacance, notamment quand vous changez de locataire, si vous êtes propriétaire d'un logement que vous louez, votre logement il va être vacant entre deux locataires. Donc ça, ce n'est pas forcément un problème structurel. Nous, ce qu'on a regardé, c'est la vacance de plus d'un an ou de plus de 2 ans. Et ce qu'on a regardé également, c'est ce qu'on nous oppose souvent, c'est de dire, oui, mais les logements vacants, ils sont là où les gens ne veulent pas habiter, et en gros, les gens sont partis, les logements sont vacants, mais les gens sont partis habiter ailleurs. Et du coup, on a essayé de mettre en regard les endroits où on construisait, et les endroits où il y avait des nouveaux logements vacants depuis plus d'un an, plus de 2 ans. Et on a regardé ça commune par commune, et quand on fait la somme totale, on trouve que on a regardé ça sur 2016-2021, on trouve que à peu près 15% de la construction neuve a lieu alors que dans la même année, il y a au moins autant de nouveaux logements vacants depuis plus d'un an, plus de 2 ans, qui apparaissent dans la commune. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs, et je ne serai pas conclusif sur ce sujet pour dire qu'on a 15% de vivier annuel, mais ça parce que, par exemple, il peut y avoir des logements en mauvais état, il peut y avoir des problèmes notamment liés aux successions dans les logements vacants. C'est un des facteurs importants de la vacance qu'a mis en évidence le SDES, le service statistique du ministère du Logement. Mais simplement, on a quand même cet atout-là dans notre pays que n'ont pas d'autres pays. Et il y a beaucoup d'autres pays, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui ont vraiment un déficit de construction neuve parce qu'ils n'ont simplement pas assez de stock. Et donc, pour finir là-dessus et pour reprendre un élément qui est cher aux régulateurs bancaires et financiers, on pourrait avoir une sorte de coussin contracyclique, c'est-à-dire que quand la construction neuve va mal, ce serait bien d'un point de vue politique publique d'arriver à mieux mobiliser les logements vacants et plus généralement le parc existant pour justement répondre à ces difficultés qui sont dans l'ensemble exogènes et induites, non pas provoquées, par la politique monétaire, comme je le disais au début. Merci beaucoup. Juste deux petites questions complémentaires. Sur les constructions neuves, on n'a pas de problème de foncier. Le foncier est disponible? Alors, on n'a effectivement pas forcément un problème. On a plusieurs sujets sur le foncier. Le sujet de court terme, c'est effectivement d'arriver à le cartographier et d'inciter notamment les collectivités locales à libérer du foncier. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a aussi ce sujet, par exemple, sur les bureaux en logement qui sont du foncier déjà construit, mais qu'il s'agirait de transformer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, et vous avez sûrement écouté la déclaration de politique générale du Premier ministre, j'espère, c'est qu'on a l'objectif zéro artificialisation nette à horizon 2050, où l'idée, c'est que à 2050, on ne fera plus d'artificialisation. Donc on ne va pas prendre un terrain en plus qui n'est pas déjà artificialisé, donc avec un peu de construction dessus, sans en rendre un par ailleurs. Donc il y a quand même cet objectif-là qu'on a en tête.
Dans la déclaration de politique générale, il y a les questions de mieux préciser les modalités de ce dispositif, mais effectivement, on a ce sujet en tête, et c'est une raison encore plus valable pour mieux mobiliser le parc existant, parce que justement, ce qu'on anticipe à terme, c'est qu'à la fois pour des raisons foncières, des raisons démographiques, la population française va beaucoup moins croître dans les prochaines années, et potentiellement pour d'autres raisons, la demande de construction neuve risque de s'assécher. Donc, ce qu'on essaye de dire, nous, au secteur, quand ils se plaignent beaucoup des difficultés de la construction neuve, et à raison, puisque je l'ai montré tout à l'heure, mais c'est de leur dire également, attention, vous-même, vous devrez, en tant que professionnel du bâtiment, vous réorienter vers la réhabilitation, etc., pour votre propre sécurité économique. Il n'y a pas de problème de conflit d'usage, parce que dès qu'on parle au ministère de l'Industrie, ils disent oui, du foncier pour libérer, mais c'est pour mettre des usines, pas pour mettre des logements. J'ai droit à combien de jokers? Non, mais c'est vrai qu'il y a un sujet, dans la déclaration de politique générale, la question du ZAN est vraiment abordée, d'une part pour le logement, d'autre part pour l'industrie. Ensuite, on ne va pas forcément mettre des usines là où on met des logements. Donc il peut y avoir quand même cet aspect, mais ça fait partie des sujets, notamment également sur les zones commerciales. Il y a des programmes pour réhabiliter des zones commerciales, pour en faire des zones de logement. Et c'est toute la problématique, qu'on parle de logement, d'industrie, de centres commerciaux, etc. On est sur des gros volumes et des grosses opérations avec une dynamique urbaine qui est à penser. C'est-à-dire on ne va pas mettre en zone d'activité, en périphérie de la ville, tout d'un coup énormément de logements, sans penser les transports, sans penser, etc. Donc c'est vraiment une dynamique d'ensemble qu'il faut repenser. Il n'y a pas forcément de conflit d'irriment, comme on aime dire à Bercy. Dernière petite question, vous avez montré un petit graphe sur les investissements nécessaires en rénovation énergétique, qui sont quand même assez importants. Vous êtes plutôt optimiste ou pas sur le fait que ça va pouvoir se faire? Disons qu'il y a plusieurs sujets sur la rénovation énergétique. On essaye de mettre en place les politiques nécessaires pour accompagner, notamment les politiques qui permettent de rentabiliser les investissements. Donc on a l'optimisme de la volonté. Ensuite, il y a la question bien évidemment du soutien budgétaire et du cadre de finances publiques contraint dans lequel on évolue, qui fait qu'on n'a pas toutes les marges de manœuvre dans un monde idéal on pourrait vouloir utiliser. Et du coup, il y a la question de l'acceptabilité sociale des mesures, puisqu'on l'a vu au moment, alors bien évidemment de la crise des Gilets jaunes, mais pas que les questions de taxation, même s'il peut y avoir des voies pour les travailler, c'est-à-dire par exemple affecter la part de la taxation supplémentaire verte à des fonds justement de rénovation, ce genre de choses. Mais il y a quand même cette question qui dépasse les politiques économiques au sens strict, mais d'acceptabilité sociale, notamment des normes. On l'a vu dans la déclaration de politique générale également, il y a la question des, entre guillemets, interdictions de location sur les DPE-G qui doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2025. Et donc c'est un des sujets de la DPG. Et on voit que cette situation-là a tendance à crisper et se voit d'ailleurs sur le marché locatif, puisqu'on a une raréfaction plus marquée des passoires énergétiques par rapport au reste des logements. Merci. François, je me tourne vers vous. Donc, pendant très longtemps, le régulateur bancaire s'occupait, ce qu'on appelle d'une régulation micro-prudentielle. Il regardait chacune des banques. Puis il s'est dit, peut-être que si chacune des banques n'a pas trop de risques, quand on regarde l'ensemble du secteur, risque d'une banque peut faire un risque général. Donc, on va passer à une politique macro-prudentielle. Donc, vous allez nous expliquer déjà ce que c'est qu'une politique macro-prudentielle et qu'est-ce que ça donne quand on l'applique au marché immobilier. C'est à droite. Pardon, voilà, ok. Pardon. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici et de parler de ce sujet qui reste un sujet très chaud, je dirais, ces derniers temps. Alors, politique macro. Alors, je vous ai déjà précisé, je représente à la fois la Banque de France et la CPR, donc à la fois l'aspect micro et l'aspect macro. Et en incident, si vous souhaitez qu'on discute aussi de politique monétaire et est-ce qu'on a monté les taux trop vite, trop fort, je suis tout à fait disponible. On peut le faire par la suite. J'ai bien entendu. Voilà. Non, alors, la politique micro, traditionnellement, effectivement, le superviseur bancaire ou le superviseur des assurances s'occupait de ce qu'on appelle une politique micro-prudentielle, c'est-à-dire quand on regarde les comptes et l'activité des établissements bancaires, des assurances, et on s'assure que les risques sont contrôlés, ne sont pas excessifs, en regardant chaque établissement séparément. Ensuite, effectivement, et ça date essentiellement de la crise de 2008,
on s'est rendu compte que même en ayant des établissements bien régulés au niveau micro-prudentiel, on n'avait pas nécessairement le monitoring, le contrôle, une vision d'ensemble de l'ensemble des risques et de l'ensemble des risques portés par le système financier. D'où le passage le complément qui a été fait, qui consiste à mettre en place des politiques macro-prudentielles qui regardent donc les risques au niveau du système dans son ensemble. En un mot, l'idée, c'est de se dire, même si chaque banque ou chaque assureur, chaque fonds d'investissement fait son boulot proprement, ça ne veut pas dire qu'au niveau du système, les risques sont stabilisés et sont contrôlés. Parce qu'il y a des choses qui échappent à chacun des acteurs pris individuellement. Et donc, la politique macro-prudentielle vise à identifier, analyser et contrôler ces risques-là. Et de fait, elle est partagée entre les banques centrales et les différents superviseurs. Ce n'est pas une prérogative de la CPR en France ou de l'AMF, d'ailleurs, c'est une politique partagée. Et elle s'exerce en France au sein de ce qu'on appelle le Haut Conseil de stabilité financière, qui est un conseil présidé par le ministre, auquel participe le président de la CPR, le gouverneur de la Banque de France, la présidente de l'AMF, le président de l'autorité des normes comptables et un certain nombre de personnalités qualifiées. Et c'est cet organisme qui décide, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des politiques macro-prudentielles qui doivent être mises en place. Alors, et de fait, encore une fois, je reviens à la crise de 2008, mais elle a montré, même s'il y a eu d'autres crises par le passé, elle a montré à quel point le marché de l'immobilier, le secteur du logement, pouvait être une source de crise majeure, pas seulement pour le système financier, mais également pour les ménages, pour les emprunteurs. En définitive, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est une faillite massive d'un nombre énorme d'emprunteurs immobiliers qui avaient emprunté dans des conditions insoutenables. Leurs emprunts avaient été en bonne partie titrisés par les banques avec des techniques que personne ne comprenait véritablement. Et le jour où le marché a commencé à baisser, le jour où le marché immobilier a baissé, parce que les prix ne font pas qu'augmenter, à un moment ou à un autre, les prix immobiliers baissent, c'est le cycle économique normal, nombre de ces emprunteurs se sont retrouvés dans l'incapacité de rembourser, se sont retrouvés en faillite. Alors, Victor l'a mentionné en passant, il y a un certain nombre de dispositifs en France qui évitent qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais quand même, ça reste un risque. Et tous ces crédits immobiliers qui avaient été titrisés sans qu'on en maîtrise véritablement, sans que les acteurs de cette titrisation en maîtrisent véritablement les risques, ont explosé. C'était la première incarnation de la titrisation. Aujourd'hui, ce qui se fait en matière de titrisation est très différent, Dieu merci. Mais on a vu l'ampleur de cette crise et les dégâts que ça pouvait occasionner. Donc la politique macro-prudentielle appliquée au marché immobilier, elle vise à prévenir le développement de ce genre de situation. Dans le cas de la France, cette politique, alors Victor l'a mentionné ici, on a un marché immobilier qui est très... tous les marchés immobiliers sont très spécifiques en termes de structure de financement. C'est très très différent d'un pays à l'autre. En France, on a des particularités qui sont des facteurs de résilience très forts. Le fait que l'essentiel des prêts sont des prêts à taux fixe. Alors effectivement, lorsque les taux d'intérêt montent, ça veut dire que vous avez plus de mal à rentrer sur le marché. Ça coûte plus cher. Mais par contre, lorsque vous êtes déjà emprunteur, vous êtes insensible à cette hausse des taux. C'est la banque qui gère ce risque de hausse des taux, ce n'est pas le ménage. C'est une très grosse différence avec beaucoup de marchés, en particulier le marché américain, mais aussi beaucoup de marchés européens, où les taux sont des taux variables et s'ajustent régulièrement au niveau des taux de marché. Et donc le poids de la hausse des taux se ressent immédiatement dans le bilan et sur le portefeuille des ménages. La deuxième particularité, c'est qu'on a un marché qui n'est pas un marché hypothécaire au sens traditionnel du terme, dans le sens où on définit le marché hypothécaire comme un marché dans lequel le bien que vous achetez, pour lequel vous empruntez, va servir de garantie au banquier. Si vous ne pouvez pas rembourser, votre bien est saisi par votre prêteur. Une des particularités de ce marché hypothécaire, c'est que la valeur de votre prêt est très largement dépendante, ou la valeur de votre garantie est très largement dépendante de la valeur
du marché immobilier sous-jacent. Le jour où les prix baissent, le marché immobilier baisse, votre qualité de crédit vis-à-vis de votre banquier diminue. Vous êtes moins solvable parce que le bien qui sert de garantie vaut moins cher qu'au moment où vous avez emprunté. Et donc, il faut maintenir cette valeur vis-à-vis du prêteur. Et ça peut occasionner des difficultés majeures pour les emprunteurs. Ça peut les forcer à vendre leurs biens. En France, on a un système qui est essentiellement, pour à peu près les 2/3 des prêts, un système de prêt garanti. C'est-à-dire que les institutions bancaires, en particulier, ont mis en place des systèmes d'assurance. Et votre prêt immobilier, c'est un prêt normal, garanti par une assurance. Ce qui veut dire que là aussi, vous êtes immunisé, en quelque sorte, lorsque vous avez emprunté contre les hausses et les baisses du marché immobilier sous-jacent. Ça, ce sont des facteurs de résilience qui sont extrêmement forts pour le marché français. Et de fait, ce qu'on voit sur longue période, c'est qu'on a en France un des taux de défaut immobilier parmi les plus faibles au monde. Ça se traduit très concrètement par des taux d'emprunt immobilier qui sont parmi les plus bas en Europe et qui sont restés, même dans cette phase de hausse des taux récente, qui a permis de contenir l'inflation, les taux d'emprunt en France sont restés plus bas que dans la plupart des pays européens. Et l'ajustement du marché immobilier a été moins fort, là aussi, que dans la plupart des pays européens, parce qu'on a ces mécanismes de soutien qui sont structurels dans notre système. Pour autant, le fait qu'on ait ces facteurs-là ne nous préserve pas contre le développement des risques et contre le développement de bulles immobilières. Et je crois que dans la première slide, le premier graphique qu'a montré Victor, on voyait que autour des années 2020-2022, on avait une production de crédit immobilier qui était autour de 20 milliards, ce qui était colossal. Sur longue période, c'était au-dessus de tout ce qu'on avait vu. On était, d'une certaine manière, dans un système de constitution de bulles. La norme sur la moyenne sur le très long terme et sur le long terme, c'est de l'ordre de 10 milliards. Et on est maintenant revenu autour de ces niveaux-là, d'ailleurs. On est revenu à peu près à l'étiage normal. Mais on a eu pendant très longtemps, grâce au niveau, ou à cause du niveau très faible des taux d'intérêt, le développement d'une activité excessive sur le marché immobilier. Le Haut Conseil de stabilité financière a réagi à cette situation-là, et pour le coup, ce n'est pas la première fois que le Conseil, que le Conseil ou l'instance en charge de ça lançait des avertissements sur le marché immobilier, mais on a rappelé dans un premier temps on a fait une recommandation, le Conseil a fait une recommandation aux banques sur le mode, la norme en matière de crédit immobilier, c'est de ne pas dépasser 35% du revenu disponible des ménages. Au-delà de ces 35%, il y a un risque que le ménage ne soit pas en mesure de rembourser son emprunt. Et c'est de ne pas dépasser un prêt à durée de plus de 25 ans. Là aussi, l'idée était qu'on peut tout à fait revenir dans l'étiage des 35% en rallongeant la durée du prêt. Bon, ce qui était une façon de contourner la règle. Et ces mesures-là visent à la fois à préserver donc la solvabilité des emprunteurs et aussi à préserver la qualité du bilan des banques. Les deux vont dans le même sens. Donc ça visait exactement à faire cela. De fait, cette norme n'a pas été suivie de façon aussi satisfaisante que le Haut Conseil de stabilité financière le souhaitait, et elle est devenue obligatoire. Et pour la petite histoire, c'est à peu près en même temps que le Haut Conseil de stabilité financière est rentré dans le langage populaire et est devenu le diable incarné pour beaucoup de gens, parce qu'on a accusé le Haut Conseil de stabilité financière d'avoir fait baisser, d'être la source de la baisse du marché immobilier. Alors que la source de la baisse du marché immobilier, c'était évidemment la hausse des taux d'intérêt. Encore une fois, parce qu'on venait notamment d'une période d'emballement un petit peu excessif. Mais voilà, donc c'est ça. C'est pour cette raison que le Conseil de stabilité financière
s'intéresse au sujet macro-prudentiel. Un des sujets cœur du macro-prudentiel, c'est le marché immobilier, parce on a vu dans le passé les dégâts que ça pouvait occasionner lorsqu'une bulle immobilière explosait. Et le Conseil travaille notamment en mettant en place des recommandations ou en imposant des règles aux banques en matière de crédit immobilier et de forme que peut prendre ce crédit immobilier. Donc ça, ce sont les outils principaux auxquels ont recours les régulateurs. C'est les instruments principaux auxquels ont recours les régulateurs, c'est de dire aux banques, attention, là, on vous fixe des normes. C'est le seul type d'outils que vous utilisez, ou bien il y en a d'autres. Et j'ai bien noté dans ce que vous avez dit que si on laissait les banques faire, elles auraient tendance à faire des prêts immobiliers qui iraient bien au-delà du tiers un peu de notre revenu, ou bien ils laisseraient emprunter les gens à, je sais pas, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, jusqu'à la fin de leur vie. Je crois que... De façon générale, il y a toujours... je ne sais pas si on est enregistré, mais je vais le dire quand même. Oui, non. Le rôle du régulateur, c'est quand même de s'assurer que les banquiers, les fonds, les assureurs font ce qui est conforme à la règle. On n'est pas dans un système, ou on n'est plus dans un système dans lequel c'est l'autorégulation qui prévaut. Ça peut marcher, ça marche très souvent, mais ça ne peut pas marcher systématiquement et tout le temps. Donc il faut des règles. On ne peut pas, encore une fois, le passé a montré. Je me suis souvenu ce matin en regardant mes papiers qu'au début des années 2000, de mémoire, un ancien gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, avait fait des déclarations assez fracassantes à l'époque, adressées aux banquiers en leur disant écoutez, la concurrence pour attirer les prêteurs immobiliers, c'est très bien, les emprunteurs immobiliers, c'est très bien, mais ça ne doit pas vous amener à prêter en dessous du coût de votre ressource. Parce que beaucoup de banques utilisent le marché, le prêt immobilier comme un produit d'appel, quitte à effectivement casser un peu les prix quelquefois. Donc on ne peut pas faire systématiquement confiance. La confiance, on disait traditionnellement à la Banque de France, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut contrôler, il y a des règles, il faut les respecter. Et encore une fois, ces règles ne sont pas sorties d'un chapeau comme ça au fond d'un bureau de la rue de Valois, mais ça correspond à l'expérience qu'on a eue dans le passé des crises immobilières, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors pour revenir à votre question, sur le marché immobilier, ce sont les instruments qu'on utilise aujourd'hui. Sur d'autres sujets macro-prudentiels, on peut utiliser d'autres outils, notamment en imposant aux banques, par exemple, des coussins en capital. Plus elles prêtent ou plus elles prennent de risques, plus on leur demande de mettre de l'argent de côté pour faire face à ces risques. C'est utilisé également dans d'autres pays sur le marché immobilier. Encore une fois, ça dépend énormément de la structure du marché immobilier. En France, on a jugé que ces deux normes, la durée maximale et le taux d'endettement maximal par rapport aux revenus, étaient les instruments les plus appropriés. On a quand même laissé une marge de flexibilité non négligeable aux banques pour pouvoir prêter en dehors de ces critères-là. Parce qu'il y a toujours des cas particuliers, et donc il faut avoir une certaine souplesse dans la règle. Mais il y a quand même, pour l'essentiel du marché immobilier, ces règles-là, ce sont ces deux règles-là qui s'appliquent. On n'avait pas un ancien président de la République qui avait souhaité justement relâcher un petit peu ce genre de règles en permettant que les taux variables prennent une place un peu plus importante. Avant qu'il soit président de la République. C'était avant qu'il soit président de la République. Hein. Non, il y a eu effectivement, il y a eu à plusieurs reprises. Nicolas Sarkozy. Hein, il y a eu à plusieurs reprises des volontés de moderniser entre guillemets le marché immobilier. Et notamment, l'idée, je crois, à l'époque, était de populariser davantage le prêt hypothécaire. Donc assis sur la valeur du logement, en se disant, ce qui était une pratique américaine, qui reste une pratique américaine d'ailleurs, disant, dès lors que la valeur de mon bien immobilier augmente, je peux emprunter davantage à la banque. Oui. Et c'était quelque chose qu'effectivement certains avaient eu l'idée de développer ça, en France. Ça n'a pas fait long feu. Et c'était avant 2008. Je crois qu'aujourd'hui, l'idée ne ressortirait plus. Ma question suivante, elle est évidente. Vous nous avez dit, attention, il y a des bulles immobilières qui peuvent provoquer des bulles financières, mais nous, le régulateur, voilà, on a des instruments pour pouvoir agir. Est-ce que c'est efficace ?
Alors oui, c'est efficace. C'est efficace. Je ne vais pas vous dire que c'est pas efficace. Non, je crois que c'est efficace effectivement à plusieurs titres. D'abord parce que ça participe d'une pédagogie qu'on estime nécessaire vis-à-vis des acteurs financiers, des banques, mais vis-à-vis des emprunteurs, du public également. On a en France un besoin de développer davantage l'éducation financière, la connaissance économique et financière. Et pour le coup, le bon côté de la discussion ou de la polémique qu'il y a eu il y a un an et demi sur le rôle du Haut Conseil de stabilité financière, ça a eu au moins l'avantage de mettre le sujet dans le grand public et de susciter des débats, de susciter des discussions. Pour autant, avoir des courtiers qui venaient camper, on a eu un moment des courtiers qui venaient camper en bas de la Banque de France en disant « le HCSF m'a tué », on nous prête qu'au risque, mais enfin là, en l'occurrence, on nous prêtait quand même beaucoup de on nous considérait comme la source de beaucoup de problèmes. Cela étant, plus sérieusement, on a fait des études sur le sujet qui vont être publiées d'ailleurs à la fin de l'année dans la prochaine revue de stabilité financière de la Banque de France. C'est un travail qui a été fait avec le Trésor, puisque, comme je le disais, le macro-prudentiel, c'est un domaine partagé, et on fait le Haut Conseil de stabilité financière, et donc comprend à la fois la Banque de France et la CPR, l'AMF et le Trésor, le ministère des Finances. Et donc on a fait une étude avec nos camarades du Trésor sur les impacts les raisons plutôt de la hausse, de la baisse du marché immobilier et le rôle des normes du macro-prudentiel dans ce cadre-là. Et les conclusions auxquelles on aboutit, c'est que ça a joué marginalement. Ça a joué marginalement. La raison pour laquelle le marché a baissé, et a baissé aussi fortement, c'est qu'on venait d'une situation... Je ne sais pas s'il faut dire qu'on était dans une situation de bulle, mais enfin, les chiffres de production le montraient tout à l'heure, on était très largement au-dessus d'un dispositif normal pour le marché immobilier. C'était dû au fait qu'on était dans une situation de baisse de taux très, très bas, qui ont duré très longtemps. Et effectivement, dès lors que les taux ont commencé à monter, mais c'est l'objectif de ces taux, la hausse des taux, l'objectif c'est de ralentir une situation qui est susceptible d'amener de l'inflation, une situation économique qui s'emballe, et de ramener un petit peu plus de mesures. Donc les hausses de taux ont eu l'effet qui était attendu d'elles, c'est-à-dire qu'elles ont contraint le crédit, et elles ont contraint le crédit immobilier notamment, pas que. Mais encore une fois, et c'est cette raison-là, donc ce contexte-là de taux initialement très peu chers et d'un emballement de la production immobilière, plus une hausse des taux par-dessus, qui a été rapide, qui a été très forte, c'est vrai, c'est ça qui explique la chute du marché immobilier. Encore une fois, compte tenu des structures du marché français, cette baisse, ce repli du marché, a été moins marqué en France que partout ailleurs en Europe. C'est quelque chose qu'on a un peu de mal qu'on ne regarde pas suffisamment quand on regarde la situation française, et c'est valable pour l'immobilier comme sur beaucoup d'autres sujets. Quand on regarde comment se passent les choses à l'étranger, on n'est pas si mauvais que ça. Quand on se compare, on se rassure. Ouais. Exactement. Merci beaucoup. On a vu comment, du côté du régulateur bancaire, on essayait d'appréhender ces questions. Maintenant, on va passer à l'autre grand régulateur, qui est l'autorité des marchés financiers. Delphine Nautier, face à ces éventuelles crises immobilières, le régulateur des marchés financiers, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, pour les éviter? Merci, Christian. Merci pour cette invitation à cette table ronde. Donc je vais occuper aujourd'hui la position du régulateur des marchés financiers, qui est une position un petit peu différente de celle de mes collègues. Et fondamentalement, le régulateur des marchés financiers il a deux types d'objectifs face à une potentielle crise immobilière. Le premier, c'est d'assurer la sécurité de l'épargnant individuel. Et le second est d'éviter des crises systémiques, la propagation d'une crise qui peut démarrer dans le domaine immobilier ou pas et se propager à l'ensemble du système. Donc ce sont les deux volets essentiels de l'action du régulateur.
Et pour bien comprendre ce qu'il fait, il est important d'avoir en tête que l'autorité des marchés financiers ne régule pas le secteur immobilier lui-même. En fait, l'essentiel de son action, enfin la totalité de son action, va passer par la régulation des fonds immobiliers. Donc l'objet qui est contrôlé, regardé, régulé dans cette optique, ce sont les fonds immobiliers. Est-ce que c'est un fonds immobilier? Ah, je vais vous expliquer tout ça, promis. Mais avant de vous expliquer tout cela, deux points un petit peu généraux. Pour éviter un problème au niveau de ces fonds, l'essentiel va être de s'assurer qu'ils sont valorisés correctement. Donc ça va vraiment faire partie des points d'intervention du régulateur. Et ensuite, mettre en place des outils de gestion de la liquidité. Alors pourquoi des outils de gestion de la liquidité? Là aussi, je vais répondre à cette question. Mais très rapidement, pour ne pas vous laisser sur votre faim, du point de vue financier, les actifs immobiliers présentent une particularité. Ils sont peu liquides, on peut difficilement liquider des fonds, c'est tout simplement les transformer en argent liquide. Ce n'est rien d'autre que cela. Or, les actifs immobiliers, à cet égard, sont très particuliers. Et donc les fonds immobiliers peuvent connaître des problèmes de liquidité, merci, qu'il faut absolument gérer quand on régule ces fonds. Alors, pour bien comprendre l'action du régulateur, et avant de présenter les fonds immobiliers, mais je promets que je le ferai, il peut être intéressant de revenir tout simplement à la notion de crise. Dans notre imaginaire, la notion de crise, elle est souvent associée à une banqueroute. Ça fait partie de la définition. Mais en réalité, cette banqueroute peut amener à d'autres choses. Alors, dans ce qui nous intéresse au niveau de l'autorité des marchés financiers, la banqueroute, ça serait en l'occurrence la faillite d'un fonds immobilier. Et on comprend immédiatement que la faillite d'un fonds immobilier peut avoir un impact sur l'investisseur individuel qui peut être parmi nous, qui a mis son épargne dans ces fonds. Mais il n'y a pas que des investisseurs particuliers dans les fonds immobiliers, il peut aussi y avoir des banques, des investisseurs institutionnels, d'autres institutions financières, en bref. Et donc, l'investisseur institutionnel qui lui-même est en danger parce que le fonds a fait faillite peut, par réaction en chaîne, provoquer des difficultés au sein de l'ensemble du système. Donc on voit immédiatement qu'au-delà de la situation individuelle de l'épargnant, eh bien, ce qui est déjà problématique, va se poser toute la problématique de la contagion à travers le système financier. Or, le système financier est très fortement connecté. Et c'est ce que j'essaierai de vous présenter aujourd'hui. Et le grand problème, c'est que le risque de contagion, c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer parce que déjà, c'est difficile à quantifier. À partir de quand sommes-nous en crise réellement ? Quel est l'événement déclenchant? Alors, a posteriori, quand on fait le post-mortem, quand on parle, si j'emploie la terminologie des régulateurs, a posteriori, on comprend. On se dit que, bon, quand BNP Paribas, en 2008, a suspendu la cotation de ses fonds parce qu'il y avait des subprimes et on ne s'y attendait pas, le 7 août 2008, on se rend compte que c'était une date clé. La faillite de Lehman Brothers, c'était une date clé a posteriori. N'empêche que le régulateur américain a laissé Lehman Brothers faire faillite en se disant c'est une banque pour des fonds privés, je n'ai pas de problème avec ça. Donc c'est très compliqué de gérer et d'apprécier correctement à l'avance ce que c'est qu'une crise. Et puis dans notre monde actuel, des choses qu'on n'avait pas encore en 2008, on a clairement des effets démultiplicateurs qui peuvent rendre ces effets de propagation encore plus importants. Et à cet égard, même si ce n'est pas une crise immobilière, les crises auxquelles nous avons assisté dans le domaine de la Silicon Valley, crise bancaire, complètement propagée par les systèmes de communication aujourd'hui, montrent qu'on a aujourd'hui face à nous des effets démultiplicateurs de la propagation des crises que nous n'avions pas avant et qu'il nous est à cœur de réguler. Et enfin, pour comprendre ce que c'est qu'une crise, au-delà des effets multiplicateurs, il faut connaître les canaux de propagation. Alors ces canaux de propagation, ils nous ont été déjà bien expliqués. On retrouve bien évidemment les taux d'intérêt et l'intervention de Victor nous a beaucoup servi pour comprendre cela. On retrouve évidemment la stabilité du système bancaire, la solidité des bilans bancaires dont on s'assure.
Et puis, on retrouve la santé du secteur de la construction, le taux d'endettement des ménages, donc beaucoup de choses. Et c'est ce qui rend ce sujet passionnant, hein, c'est que le secteur immobilier, il est non seulement du point de vue financier pur au cœur de beaucoup de choses, mais en plus au niveau économique en tant que tel, eh bien, il est également central. Vous aviez promis d'expliquer ce que c'était qu'un fonds Et immobilier. voilà, j'arrive. C'est maintenant? C'était pour vous laisser le plaisir de me poser la question. Alors, quelle est la particularité? Quelles sont les particularités de ces crises immobilières du point de vue de l'AMF? Alors, du point de vue de l'AMF. Alors, ces crises immobilières sont particulières, déjà parce que l'immobilier en tant qu'actif est un petit peu particulier. Donc, je vais revenir sur ce point pour ensuite montrer quelles sont les spécificités des fonds immobiliers. Pourquoi, du point de vue financier, les biens immobiliers sont si spécifiques? Parce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon financier des actifs tangibles. Alors on met tangibilité en face de fongibilité. C'est vrai que c'est quelque chose de pas du tout liquide. Quand on veut vendre un bien immobilier, on sait tous, vous et moi je suppose, on a eu l'occasion de rencontrer ce genre de situation dans notre vie ou à travers nos proches. C'est long, ça demande une expertise réelle. Et en cas de crise immobilière, si à un moment donné, on a des fonds immobiliers qui détiennent des actifs physiques de l'immobilier qui souhaitent les vendre, cela peut prendre du temps. Et cela demande en plus une expertise très importante. À titre de comparaison, si on compare le travail que représente, sans aucun mépris en la matière, si on compare le temps d'évaluation d'une obligation du Trésor américain ou français, ou peu importe, sur un marché liquide, qui peut être réalisé au niveau de la nanoseconde, et le temps qu'on peut mettre à l'évaluation de votre appartement, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, le problème, c'est que ces actifs immobiliers-là vont être le support de fonds financiers qui, eux, vont avoir éventuellement des exigences de liquidité. Donc voilà, l'immobilier est d'abord un actif spécifique, hein, tout ce qui relève de la valorisation, de la liquidation de ces actifs est très lent. Cela représente une part très importante du patrimoine des ménages. Donc, qui dit crise immobilière peut également dire crise de confiance, très importante. Et enfin, ça je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le marché immobilier est lié au secteur de la construction, au secteur de l'économie dans son ensemble. Alors, maintenant, les investissements dans le marché immobilier. Aujourd'hui, investir dans des fonds immobiliers, donc c'est l'objet de la régulation de l'AMF, peut se faire par plusieurs types de moyens qui sont accessibles aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le total des encours dans les fonds immobiliers représente environ 200 milliards d'euros. Alors quand on commence à avoir des gros mots comme ça, de milliards, ça ne parle pas toujours nécessairement. Pour vous donner un élément de comparaison, le PIB français en 2023, c'était 2800 milliards d'euros. Et le patrimoine financier total des ménages, 6200 milliards d'euros. Donc on est sur quelque chose, 200 par rapport à 6200, qui est quand même assez conséquent. Alors, comment investit-on dans l'immobilier? Les profils et les possibilités sont très variés, ce qui veut dire qu'en termes de gestion des risques associés, c'est très varié aussi. L'une des principales options est d'investir dans les sociétés civiles de placement immobilier. Donc, ces sociétés civiles vont permettre de détenir une part dans un portefeuille d'actifs immobiliers, des bureaux, des commerces, des logements, tout en percevant des revenus locatifs. Et ça, c'est l'essentiel, en réalité, de l'investissement immobilier, en particulier des individuels. L'autre option est d'investir dans des organismes de placement collectif, les OPCI, qui, eux, vont combiner immobilier physique, on achète vraiment de la pierre, et immobilier papier, c'est-à-dire actifs financiers liés à l'immobilier. On peut également acheter des produits purement financiers qui, eux, vont être très liquides, très faciles à mobiliser en cas de besoin de la part des ménages. Et enfin, la quatrième grande catégorie, c'est ce qu'on appelle les fonds d'investissement privés, qui, là, proposent accès à des projets très spécifiques et à des investisseurs avertis. Donc, ce qui intéresse l'AMF, ce sont ces 4 grandes catégories de fonds et qui, en termes de risque, ne se comportent pas du tout de la même façon. Pardon. Et du coup, quel type d'outils, en tant que régulateur, vous disposez pour pouvoir essayer de maîtriser ces différents types d'investisseurs et les éventuels soucis qu'ils pourraient poser? Alors,
Au niveau de l'AMF, le régulateur a des missions de surveillance, de prévention et de gestion des risques immobiliers. Voilà, je vais parler plus fort, c'est pas grave. Donc ces derniers mois, le risque a surtout été lié à l'adaptation à l'environnement de taux, dont nous avons suffisamment parlé pour que je ne le mentionne pas plus avant. Je peux simplement vous faire, puisqu'il s'agit de surveillance et d'appréhension des risques, un état actuel du marché des fonds immobiliers. Au niveau des fonds immobiliers, c'est le marché de l'immobilier commercial qui pose des problèmes en France et dans le monde. Ici, la question qui se pose est fondamentalement ce qui s'est produit sur ce secteur de marché-là suite à la crise du Covid. Les investissements dans le secteur immobilier ont été relativement soutenus jusqu'à la crise du Covid, qui non seulement a stoppé net toute une activité pendant un certain temps, mais en plus a donné lieu à des changements assez structurels, parce que, vous le savez tous sans doute, le télétravail s'est déployé de façon assez importante, laissant une grande part de l'immobilier commercial vacant. Donc, le point sur ce type de secteur et sur les autres consiste à mettre en place une vigilance renforcée. Que veut dire une vigilance renforcée? Bien, d'abord, essayer, ça peut même passer par la loi, puisque ça aboutit à une législation, de faire en sorte que la valorisation des fonds immobiliers soit correcte. Ce qui n'est pas simple, puisque, comme je vous le disais, le sous-jacent, le produit immobilier lui-même n'est pas facile à gérer. Or, on comprend que si on est le gérant d'un fonds immobilier, on a d'un côté ce dans quoi nous avons investi, imaginons la pierre, quelque chose de lent à mettre en œuvre, à liquider, à valoriser. Et puis de l'autre côté, éventuellement des épargnants qui, en période de crise, peuvent vouloir récupérer leurs fonds. Et là, les problèmes procycliques mentionnés par mes collègues sont tout à fait à même d'intervenir. C'est-à-dire que je suis un gérant de fonds, il y a un besoin de financement de la part de mes investisseurs qui veulent récupérer leur collecte. À un moment donné, si je suis obligée de vendre les immeubles qui sont à l'actif de mon fonds, je vais faire éventuellement une vente un petit peu en détresse, un peu rapide, parce que j'ai besoin de liquide, et ça va entraîner une baisse du niveau de la valeur de mon immeuble. Les transactions suivantes vont être basées sur cette transaction, et on peut avoir ainsi une forte chute du marché de l'immobilier. Donc le premier point, c'est d'assurer une valorisation peut-être plus fréquente que ce n'était le cas jusqu'à présent des biens détenus par les fonds immobiliers, et ensuite gérer la liquidité. Cette difficulté, cette asymétrie que connaissent les produits financiers immobiliers, avec cette faible liquidité des actifs et les requêtes en termes de liquidité forte, sont aujourd'hui de plus en plus gérées. Ce sont des outils qui ont été mis en place à la suite de la crise de 2008. Les crises nous apprennent beaucoup, hélas. Et donc ces outils de gestion de la liquidité sont de plus en plus adoptés par les fonds et vont, on l'espère, pour l'instant de toute façon il n'y a pas d'énormes inquiétudes en termes de liquidité et d'immobilier, vont permettre de gérer ces problèmes de liquidité. Alors comment fait-on en pratique? Parce que c'est bien beau d'eux. On demande au fonds d'avoir un coussin de trésorerie pour pouvoir répondre à des demandes. Ensuite, on a à cœur le traitement égalitaire des épargnants. Dans le cas d'une crise, on a parfois envie, en tant qu'épargnant, d'être le premier à sortir, parce que voilà, on se dit que nous, peut-être, nous allons récupérer notre argent, mais le voisin, celui de juste après, n'aura peut-être pas cette chance. Donc il y a une tendance à se précipiter, entre guillemets, au guichet. Et on met en place, au niveau de l'AMF, des solutions qui ramènent une forme d'égalité pour les investisseurs, de façon à ce que, à la limite, tous attendent et se voient offrir un prix qui n'est peut-être pas aussi intéressant que ce qu'ils auraient pu espérer s'ils étaient présentés le premier, mais qui, d'une certaine façon, met tout le monde sur le même pied et évite également les ventes en détresse d'actifs physiques des fonds. Voilà comment faire. Au-delà de ces actions, donc, qui sont vraiment des outils de gestion simples, enfin, des outils de gestion purs sur les fonds, il y a bien évidemment la coordination avec les autres régulateurs, puisque je pense que vous l'aurez compris à travers cette table ronde, tout cela est très très connecté. Donc il y a des actions conjointes menées avec la CPR, la Banque de France, le Trésor et le Haut Conseil de stabilité financière. Il y a la communication
l'établissement de rapports réguliers sur l'état des fonds, sur la situation plus ou moins critique sur certains segments de fonds, en faisant bien attention évidemment à ce que la communication elle-même n'entraîne pas de panique. Et là, c'est la question de la confiance qui est absolument importante dans cette problématique des fonds immobiliers. Assurer la confiance sans inquiéter trop les épargnants pour ne pas créer de crise. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a le temps de prendre 4, 5 questions. Voilà. Oui, mais bien sûr, une réaction. Un tout petit mot. Simplement pour mentionner, parce qu'on a... Enfin, ça me semble très, très important. Ce qu'on a décrit ici, aussi bien ce que fait le Haut Conseil de stabilité financière, la Banque de France, la CPR, l'AMF, on en retrouve l'équivalent au niveau européen. Non, enfin, à la fois dans tous les pays européens, mais également on a un certain nombre d'agences financières européennes qui fédèrent les AMF locales, ça s'appelle l'ESMA. On a l'équivalent pour les banques, ça s'appelle l'EBA et le SSM. Donc ces dispositifs-là, y compris dans leur dimension macro-prudentielle, le travail qu'on fait, enfin, il y a un dispositif européen qui correspond à ce qu'on fait en France. Il y a une coordination qui se fait en France, mais qui se fait également au niveau européen, parce qu'on a affaire à des marchés qui sont de toute façon des marchés internationaux, enfin européens et en fait internationalisés. Donc on ne peut pas, si on travaillait chacun dans notre coin, sans coordination, ça ne marcherait pas. Voilà. Merci, c'était un point important à souligner. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants? Alors, on en a une là-bas déjà, il y en a ici, 2. Alors, est-ce qu'il y a des micros? Voilà, un micro qui arrive, qui va vous permettre, puisque c'est enregistré. Voilà, donc vous avez juste au premier rang, juste devant vous, monsieur, voilà. Merci beaucoup. Oui, je voulais vous dire, dans le titre du sujet, on parlait de crise immobilière. Or, la crise immobilière, vous nous avez parlé des mécanismes financiers de l'immobilier. Dans la crise immobilière, il y a un autre aspect qui n'est peut-être pas d'ailleurs l'objet de cette conférence. C'est la personne à faible revenu qui ne parvient pas à se loger. Donc, c'est tout le problème du secteur des habitations à loyer modéré, des HLM ou des immeubles à loyer normal, avec l'intervention massive financièrement des pouvoirs publics par des mécanismes de financement, caisse des dépôts et consignations, mobilisation des fonds d'épargne, etc. Il y a un deuxième aspect qui paraît tout à fait important aussi dans la crise immobilière, c'est l'intervention des pouvoirs publics en dehors des mécanismes de marché et de régulation de marché pour faire baisser certains taux. C'est le débat sur le prêt à taux zéro. On nous parle beaucoup, notamment dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances, sur l'utilité de maintenir, d'étendre ou de supprimer, pour certains, le prêt à taux zéro. Donc, la crise immobilière, elle peut dépasser le problème strict du dialogue entre l'emprunteur et le prêteur sur un marché financier qui obéit aux règles que vous avez énoncées, mais qui n'est pas toujours politiquement un marché pur et parfait. Voilà. Alors, ce n'est pas une question que je pose, c'est une observation, et vous allez peut-être me répondre que ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Et vous auriez raison. Merci beaucoup. Il y avait une autre question devant aussi, s'il vous plaît. Non, juste devant. Devant, voilà, ici. Non, voilà, par là. Je peux prendre le micro. Oui, vous avez un micro. Je peux quand même intervenir sur la question qui vient d'être posée en tant qu'ancien président de 3F Centre de Volard, qui est l'un des opérateurs régionaux au titre des HLM, et dont le président actuel est juste derrière moi, pour savoir que nous n'avons pas été gênés dans ces derniers temps, malgré tout ce que l'on peut dire, par les autorisations qui nous étaient chichement consenties dans certains cas. On a été beaucoup plus gênés par l'évolution, effectivement, du taux, en l'occurrence de la Caisse d'épargne, même s'ils ont été très limités, puisque le fait d'avoir plafonné à 3% a évité d'aller trop haut, et donc, mais ça a forcément régulé là aussi le secteur, effectivement, HLM, mais le facteur le plus important, ça a été l'augmentation des coûts du bâtiment. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on n'a pas pu construire un certain nombre de logements
alors qu'on avait les autorisations de le faire, c'est le fait que quand vous avez une sortie de pli avec 25% de plus que ce que l'on avait prévu 18 mois avant, lorsqu'on avait lancé le programme, ben vous ne lancez pas l'opération. Vous attendez que les choses se tassent, et c'est ce qui se passe actuellement, et on arrive à sortir les dossiers. Donc, ça pour dire que, oui, il peut y avoir une politique qui est mise en œuvre, qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut souhaiter, et dans l'instantané, c'est normal qu'on ait ce jugement, mais les choses sont plus compliquées, disons. Voilà. La question que je voulais poser, parce que c'est le sujet, la crise immobilière, et je suis désolé parce qu'on va sortir complètement de l'Europe, mais ça m'intéresse de savoir si vous avez les moyens de nous dire ce qui se passe réellement en Chine, parce que dans ce monde interdépendant, on parle beaucoup de la crise immobilière en Chine. Ça a des conséquences sur l'économie réelle en Chine absolument significatives. Alors, on a peu d'informations, parce que l'information là-bas n'est pas quelque chose qui est partagé et qui est vérifié. Mais est-ce que vous avez des éléments qui permettent avec un peu de recul, puisque ça fait déjà 2-3 ans qu'on en parle, de nous dire un peu ce qui se passe et les conséquences que ça peut avoir pour notre économie réelle? Merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une autre question, intervention, madame? Oui, le micro arrive. Oui, bonjour. Alors ma question, c'est peut-être un peu hors sujet, mais j'aurais aimé savoir le lien entre tout ce qu'on vient de voir, donc le lien entre acheteurs et banques, vis-à-vis des locataires, vis-à-vis des loyers. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, 50% des Françaises sont propriétaires, donc 50% ne sont pas propriétaires. Donc quelle incidence a tout ce macrocosme sur les loyers et comment est-ce que c'est encadré? Merci. Très pertinent aussi. Est-ce qu'il y a une autre volonté de prise de parole? Non? Pas plus que ça. Bon, ben il nous reste encore 10 minutes. Je me tourne vers Victoire Amoureux. Une petite réponse? Oui, merci pour toutes ces questions pertinentes. Donc, pour répondre à la première intervention de monsieur, effectivement, le secteur du logement social, c'est à peu près 18% du parc de résidence principale en France. Donc, on a déjà, de manière générale, c'est un acteur de la politique du logement extrêmement important, vous l'avez dit, qui est alimenté par des systèmes de financement plus ou moins publics ou parapublics, mais en tout cas qui sont très réglementés, et c'est un acteur majeur. Comme l'a dit monsieur également, effectivement, pour le secteur HLM et pour le secteur du bâtiment dans son ensemble, la hausse des coûts de construction qui a eu lieu post-Covid, en reprise, liée, à la désorganisation des chaînes de valeur, les porte-containers qui étaient coincés dans le canal de Suez, et deuxièmement, la crise énergétique qui a un impact direct sur les matériaux de construction, effectivement, a conduit, en plus de la relevée des taux, à des difficultés sur les opérations, dont par ailleurs, et c'est un des éléments clés de l'équation, dont le foncier avait été acheté plusieurs mois auparavant à un prix élevé. Et si vous voulez, quand on regarde sur longue période dans la dynamique immobilière, le prix du foncier est un élément majeur qui a tendance à absorber la hausse des prix de l'immobilier, c'est-à-dire que la rente foncière est un élément très important, et s'ajuste beaucoup plus difficilement à la baisse, parce que toutes les opérations qui ont été lancées en achetant un terrain au prix de 2020 se lancent progressivement en 2021-2022, et les promoteurs ou les constructeurs ne disposent pas à ce moment-là de la marge pour renégocier ce prix, parce qu'il a été simplement déjà versé. Donc ça, c'est un élément important. Et qui fait l'objet de discussions, bien évidemment, sur les efforts qui sont, les marges, où peut-on trouver des marges financières pour construire du logement. Et la question éternelle entre notamment Bercy, mais pas que, et le secteur HLM, c'est dans quelle mesure y a-t-il de la marge financière du côté des bailleurs. Et ça fait l'objet de nombreux débats sur lesquels je ne reviendrai pas. Sur le PTZ également, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que le PTZ, donc le prêt à taux zéro, il est à taux zéro pour l'emprunteur, mais il est à taux de 3% ou 3,5% pour la banque. Donc c'est la puissance publique qui prend en charge l'écart de taux et qui fait que ça a un coût financier important.
Ça fait partie des débats en ce moment donc, de post-déclaration de politique générale. Et par ailleurs se pose la question plus généralement sur tous ces dispositifs en lien avec la question du foncier que je mentionnais auparavant, mais de manière générale sur le marché du logement, vous avez une offre qui est très inélastique par rapport à la demande. Les aides de manière générale et les dispositifs de défiscalisation ou les aides de type prêt à taux zéro peuvent avoir tendance, il y a beaucoup de travaux d'économistes, mais c'est aussi les mêmes mécanismes qu'on constate sur les allocations logement, etc., à se transmettre soit dans les loyers, soit dans les prix immobiliers. Donc il y a la question un peu pour les pouvoirs publics de savoir comment concilier des enjeux de court terme et des enjeux de long terme. C'est-à-dire pour ne pas entretenir une spirale qui, in fine, ne sert à rien, c'est-à-dire de solvabiliser d'un emprunteur pour que les prix montent et qu'il y ait encore besoin de solvabiliser d'un emprunteur. Donc tout ça est une dynamique très compliquée à prendre en compte, notamment dans la situation dans laquelle on est. Donc j'ai répondu sur les coûts du BTP également. Sur la Chine, alors on n'a pas beaucoup plus d'informations. En tout cas, moi, mon bureau ne suit pas la Chine au Trésor. De fait, je pense que ce qu'il faut surtout se dire, c'est que la situation immobilière en Chine est très différente de ce qui se passe en Chine est très différent de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que vous avez des énormes promoteurs qui sont soutenus très fortement par de l'argent public et qui représentent un poids systémique qui relève beaucoup plus de la régulation du système bancaire et financier et qui effectivement sont en grande difficulté parce que justement, et ça revient sur toutes les questions qu'on posait, la valeur des actifs qu'ils pensaient détenir, c'est-à-dire la valeur des immeubles qu'ils pensaient construire, est beaucoup plus faible en réalité que ce qu'ils avaient anticipé. Et donc ça pose des vrais problèmes en Chine. Et du coup, les conséquences pour notre économie directement sur l'immobilier, elles ne passent pas par ce canal. C'est pas parce que l'immobilier va mal en Chine qu'il va aller mal en France. En revanche, ça peut avoir des conséquences par la réduction de la demande en Chine, donc adressée à la France. Ça peut avoir plutôt des conséquences indirectes via l'impact macroéconomique d'ensemble. Merci François. Merci. Peut-être sur la Chine, je peux me risquer à compléter ce que Victor a dit. Il se trouve que jusqu'à il y a 2 ans, 1 an et demi, j'étais en poste à Singapour pour la Banque de France, avec comme mission notamment de surveiller les économies asiatiques. Donc on a passé beaucoup de temps sur la situation chinoise. Il y a plusieurs couches de problèmes qui se sont développés en Chine. D'abord, le système est tel que les ressources des gouvernements locaux en Chine sont essentiellement les ressources qu'elles tirent de la vente du foncier. C'est pas le même système que ce qu'on connaît nous. Leur ressource principale, c'est pas la fiscalité, c'est la vente du foncier. Donc on a eu la mise sur le marché de beaucoup de terrains qui ont été effectivement achetés à bon compte par des promoteurs, très souvent soutenus par la puissance publique, parce qu'il fallait que chacun ait un logement et la démographie, jusqu'à il y a quelques années, la démographie chinoise était restée dynamique. Et puis, effectivement, lorsque l'activité économique a ralenti, lorsque la croissance tendancielle chinoise, on était il y a 10 ans sur des taux de l'ordre de 6 à 8%, on est aujourd'hui sur des taux de croissance annuelle de l'ordre de 2 à 3% au mieux. Donc ce ralentissement a mis en péril un certain nombre de promoteurs qui étaient devenus des monstres qui faisaient à la fois de la promotion immobilière, du placement financier, de la construction de batteries électriques. Enfin bon, c'était des conglomérats très difficiles à contrôler. Et tout ça s'est effondré notamment parce que donc la croissance économique a diminué et la demande a disparu. Il n'y avait plus de demande solvable pour ces constructions. Et il y avait en parallèle, à côté de ça, des promoteurs qui étaient dans une situation de quasi-faillite, et certains ont fait faillite, d'autres ont été rachetés par des concurrents avec le soutien de la puissance publique pour maintenir le système à flot. Mais d'une certaine manière, la Chine a payé à travers ça un modèle de croissance qui, depuis 40 ans, est fondé sur le développement de l'immobilier et les exportations. Et ça fait 40 ans que les Chinois expliquent qu'ils sont en train de changer de modèle de croissance au profit de la consommation intérieure et de l'investissement intérieur. Et ça fait 40 ans qu'ils n'y arrivent pas. Juste en un mot, parce qu'il nous reste 2 minutes, est-ce qu'il y a des risques chez nous
qui viennent de Chine? Non, enfin les risques, je crois que Victor l'a très bien dit, les risques, pour nous les risques sont les risques liés au ralentissement structurel de la Chine, et ce que ça veut dire en termes de flux commerciaux pour nous, et ça se traduit de façon très immédiate, notamment parce qu'ils n'arrivent pas à changer de modèle de croissance par des niveaux d'exportation qui restent extrêmement importants. Ça nous impacte directement. C'est un marché moins dynamique qu'il l'a été pour nos exportations, mais ce n'est pas le marché immobilier qui va avoir des impacts, d'autant plus, et on retombe sur les questions de stabilité financière au sens large, d'autant plus que le système financier chinois est assez peu interconnecté avec le reste du monde. Donc les promoteurs chinois qui se cassent la figure ou les banques chinoises qui ont des difficultés, ça n'a pas d'impact chez nous. Effectivement, c'est un élément important. Delphine, un mot? Non, je serais vraiment à mal d'en dire plus que sur les loyers, conforter. Personne n'a répondu. Alors un tout petit point sur les loyers, juste pour conforter vraiment le canal de transmission de la crise chinoise se fera par l'économie, pas par la financiarisation de l'immobilier. Sur les loyers, qui n'est absolument pas mon domaine, mais je peux juste vous dire qu'au niveau de l'AMF et de la surveillance qui est faite de la valeur des fonds immobiliers, il y a deux éléments dans la valeur d'un fonds. Je vous ai parlé de la valeur de l'immeuble lui-même. Il y a également la valeur des loyers, qui sont les revenus perçus par les détenteurs de parts de fonds immobiliers, qui sont une part importante de cela. Et en termes d'observation simplement de ce qui se passe, il n'y a pas de constat de baisse des loyers. Victor, 30 secondes sur les loyers. Oui, sur les loyers, juste pour, en théorie financière un peu basique, la valeur d'un bien, d'un actif, dépend de la somme des loyers futurs. Donc ça, normalement, on pense que c'est plutôt dans l'autre sens que ça joue, c'est-à-dire le loyer d'un logement, ce qu'on peut en attendre, va déterminer son prix. Ce qu'on constate quand même sur longue période, c'est notamment les discussions de Jacques Frigide, qui s'appelle le tunnel, enfin qui a consacré une expression qui s'appelle le tunnel de Frigide, c'est-à-dire que les prix immobiliers, les prix de vente, se sont beaucoup décorrélés des loyers de manière générale depuis 20 ans. C'est-à-dire que les prix ont beaucoup plus augmenté que n'ont augmenté les loyers. Et un des facteurs récents, même si le tunnel, la sortie du tunnel de Frigide est sur beaucoup plus longue période, mais un des facteurs récents, c'est que les loyers dans le parc privé, parce que les loyers dans le parc social sont régulés bien sûr, mais dans le parc privé, les loyers ont été sous-indexés l'an dernier, c'est-à-dire que leur hausse ne pouvait pas dépasser 3,5%, alors que la formule normale liée à l'inflation les aurait conduits à une hausse beaucoup plus importante. Donc pour le moment, les loyers ont augmenté en nominal, mais pas forcément par rapport moins que le reste des prix. Et la question effectivement importante, c'est en cas de baisse des prix immobiliers, est-ce que ça peut avoir un impact sur les loyers, au sens où ce serait le sens inverse, qui serait les acheteurs face à une baisse des prix attendant moins de loyers pour rentabiliser leurs biens à long terme, est-ce que ça pourrait conduire à une détente des loyers? C'est vraiment une question, c'est prendre le problème dans l'autre sens, donc je n'ai pas de réponse, d'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, les prix s'ajustent, mais avec beaucoup plus de retard et avec une bien moindre ampleur que ce qu'on aurait pu attendre. Voilà, donc pour essayer de répondre à votre question sur ce sujet. Merci beaucoup, il nous reste à applaudir et remercier nos trois intervenantes. Merci. Et les rendez-vous de l'histoire continuent, bien sûr, toujours en économie.